Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'aimerais préciser que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais enfin je suis un amateur. Je fais mes vidéos dans des conditions d'amateur, c'est-à-dire que j'ai pas de logiciel, je fais ça avec mon téléphone bien évidemment, et tout en plan séquence, ce qui fait que des fois bon, ça peut sembler un petit peu décousu, mais je fais ça comme ça vient, quoi. Je fais ça en plus dans une pièce qui n'est pas du tout adaptée, un peu le bordel partout. Et pour les plus observateurs, vous remarquerez que ma table est une planche à repasser en réalité. Donc voilà, je réclame l'indulgence du tribunal. Bon, cette vidéo, elle est consacrée au Pieta 1873 modèle Great Western 2 avec quelques particularités. Et cette vidéo est dédiée à notre ami Geoffrey, qui s'est porté acquéreur de cette arme, puisque je l'avais mise en vente. Et à cause du confinement, du Covid-19, etc., on a décidé de suspendre la transaction et d'attendre que tout rentre dans l'ordre afin que je puisse lui envoyer son arme chez son armurier. Voilà, donc en espérant que ça se fasse vite. Donc Geoffrey, cette vidéo, elle est pour toi. Voilà, je sais que tu nous regardes. Alors d'abord, je voudrais aussi remercier, même si j'ai déjà eu l'occasion de le faire, mais on ne le remerciera jamais assez, ce sont tous ces fabricants italiens qui, dans les années 50, 60, 70 et jusqu'à aujourd'hui, se sont engouffrés dans la fabrication, à juste titre, des armes de l'Ouest, des répliques des armes de l'Ouest, pour le plus grand bonheur des amateurs comme moi, et comme beaucoup de par le monde, ce qui permet d'accéder à des armes. S'il n'y avait pas ces fabricants-là, je ne sais pas comment on ferait, hein. Voilà. Même si Colt continue la fabrication de son 1873, tout ce qui est poudre noire, etc., etc., ça, il n'y a que les Italiens qui le font. Donc, merci à eux. Certains ont disparu de fabricants, prestigieux même. Et puis, on va dire que le darwinisme industriel a dû jouer, puisqu'il ne reste aujourd'hui, grosso modo, que deux gros fabricants qui dominent le marché mondial, c'est Huberti et Pieta. Et à moindre titre, Pedersoli, qui fait des très très belles répliques haut de gamme, mais qui n'a pas un catalogue aussi étendu que les deux fabricants que je viens de citer. Voilà, alors on va se recentrer sur Pieta. Deux mots sur Pieta. Pieta a longtemps souffert d'une image négative sur sa production d'armes, en raison d'une qualité de finition et de fabrication un petit peu aléatoire, pas toujours très bien finie, pas toujours très bien bronzée. Mécaniquement, bon, voilà, c'était très moyen. Et puis, Pieta avait surtout axé sa politique sur comment dirais-je, une politique commerciale offensive, en proposant des armes, somme toute, euh, pas mal, hein, on va dire, surtout à des prix hyper concurrentiels, dans le sens où, dans certains modèles, vous pouvez avoir deux Pieta pour le prix d'un Huberti. Voilà, ça c'est des Huberti. Euh, Ce qui n'est pas le cas de celui-là, parce que là on est sur un modèle un peu haut de gamme quand même, qui est vendu pas loin de 600 dollars aux États-Unis, il faut le savoir, alors qu'on peut trouver des Pieta à 300 dollars aux États-Unis. Celui-là, il est vendu très exactement 580 dollars, prix recommandé par l'importateur en question, dont on va parler tout à l'heure. Alors, donc, pourquoi Pieta a amélioré sa gamme? Bah, tout simplement, et c'est une chance, parce que le propriétaire actuel de Pieta, qui est Alessandro Pieta, qui a repris l'affaire familiale, est un tireur de casse de niveau international. Il participe à toutes les compétitions dans le monde, enfin à beaucoup de compétitions en tout cas. Et il était très très bien conscient de l'image un peu bas de gamme, qui était celle de sa marque. Donc il a décidé d'investir ce qu'il fallait en moyens financiers, en hommes, en infrastructures, pour remettre Pieta au niveau de son concurrent direct, Huberti. Et ma foi, il y est arrivé, tout en conservant cette politique tarifaire un peu offensive, dans le sens que ben, Pieta reste de toute façon moins cher que, que Huberti, tout en offrant une qualité égale et parfois même supérieure, ce qui est le cas de ce modèle-là.
Faut savoir d'ailleurs que le premier marché mondial des répliques d'armes de l'Ouest, c'est les États-Unis, hein, ça paraît assez logique, et que Pieta est passé devant Uberti sur le marché américain, de par la qualité de ses armes, mais aussi par le prix qui est resté toujours inférieur à son concurrent direct. Voilà, alors comment est né le Great Western? Bon, le Great Western, notamment, ça c'est le Great Western 2. Le Great Western, la série Great Western est née en 2002, non pas à l'initiative de Pieta, mais à l'initiative d'EMF Company, qui est un des plus gros importateurs américains, très gros catalogue, au même titre que Cimarron, Taylor, etc. Bon, il y a quelques gros comme ça aux États-Unis, EMF en fait partie. Et en 2002, le big boss de EMF voulait une arme, il voulait proposer à ses clients une arme très bien finie, spécialement pour le CAS. Le CAS, c'est le Cowboy Action Shooting, qui est une pratique de tir de plus en plus en vogue, on va dire, de plus en plus à la mode depuis quelques années. Et donc EMF voulait vraiment offrir à sa clientèle une arme spécialement conçue pour le CAS avec un cahier des charges très proche, très très proche, vous allez le voir, des standards de fabrication Colt. Parce que Colt fabrique toujours, mais Colt ne fabrique pas d'armes pour le CAS. Vous pouvez utiliser un vrai Colt évidemment si vous voulez, mais il va falloir un petit peu l'améliorer si vous voulez être performant en CAS. Voilà, alors, donc en 2002 est née la série Great Western, et qui est déclinée sur plusieurs modèles, évidemment, avec plusieurs finitions. Ça, c'est le modèle Californian, voilà, c'est le modèle Great Western 2 Californian, reconnaissable à ses plaquettes quadrillées, qui est un petit plus, un petit peu plus haut de gamme, on va dire, et qui est tout à fait historique, je le rappelle. C'est pas du tout anachronique d'avoir des petits quadrillages style diamant. Pourquoi? Parce que Colt, en 1873, quand il a sorti son revolver, il proposait au catalogue évidemment tout un degré de finition et d'options, notamment des plaquettes quadrillées en bois, en ivoire, en os, en ce que vous voulez. Bon, voilà. Alors, ce Pieta est de 2017, cet exemplaire est de 2017. Et donc, spécial casse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette arme a été complètement préparée pour le tir rapide, avec notamment tout un système de ressort allégé. Ce qui ne veut pas dire moins solide, simplement plus souple. Et immédiatement, moi, quand j'ai reçu cette arme, immédiatement, quand j'ai armé le chien, j'ai compris. Voilà. C'est d'une douceur exemplaire, d'une fluidité incroyable. C'est pour ça que je dis que presque l'armement est intuitif, en ce sens que on a l'impression que le chien, il sent qu'au moment où il y a le pouce qui se pose dessus, il doit basculer. Et presque le poids du pouce le fait basculer. C'est un truc, franchement, que j'avais vu ça nulle part sur aucun Pieta. D'ailleurs, voilà. Ça, c'est sur aucun Uberti, pardon. Ça, c'est mon Uberti préféré. Pourquoi? Parce que il est en version Old West. Il a un cliquetis très métallique que j'adore. Écoutez ça. Voilà, c'est merveilleux. Je veux dire, c'est du Mozart, comme dirait l'autre. Donc, il est en finition Old West. Il est de 2015, celui-là. Mais il n'est pas préparé pour le casse. Quand je l'arme, je fais un effort. Quand j'arme celui-là, je me fais presque surprendre. Ce qui peut avoir un revers. Faut faire attention, c'est un petit peu plus dangereux à manipuler. Voilà. Et autre détail important, Geoffrey, tu y seras sensible, je pense, c'est que le cahier des charges imposé par EMF Compagnie à Pieta nécessitait d'être très très proche des standards de Colt. Et en fait, on s'en aperçoit en démontant le barillet. Extérieurement, on ne peut pas vraiment se dire qu'on est très différent d'un Colt. Ça, c'est un vrai Colt. Bon, voilà. Il y a des petites différences, c'est tout, mais c'est vraiment minime. On reste sur deux revolvers quasi identiques. La différence se trouve quand on enlève le barillet. Donc je vous montre ça. Attends, hop, tac. Hop, voilà.
Alors, je ne sais pas si ça va bien se voir. On voit ici une pastille d'amortisseur de percuteur. Voilà. Peut-être on le voit mieux de ce côté-là. Voilà, vous avez une pastille, ici. Voilà. Cette pastille fait toute la différence. Vous allez comprendre pourquoi. Dans l'authenticité, on va dire. Je prends là un authentique Colt, deuxième génération, 1970. Tac, qui est une merveille, hein, je veux dire, voilà. Mais, vous allez comprendre. Voilà. Vous avez la petite pastille, ici, qui existe depuis l'origine du 1873. C'est-à-dire que le revolver 1873 a déjà été conçu avec cette pastille. Hop, je remets ça. Donc on est sur une exigence du cahier des charges qui est propre à satisfaire les puristes, entre guillemets. Et vous allez voir que voilà, sur cette Huberty, qui fonctionne très bien, qui est super, mais on ne l'a pas la pastille. Voilà, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Et c'est quand même un Huberty, celui-là, avec les plaquettes ivoirines, qui coûte plus de 700 €. Et on n'a pas ça. Alors je ne jette pas la pierre à Huberty, parce que j'ai eu déjà dans ma collection un Huberty fabriqué à la demande du très gros importateur américain aussi, qui s'appelle Cimarron. Et dans son cahier des charges, Cimarron exige la pastille. Et Huberty fabrique des 1873 avec la pastille, mais pour le marché américain. Voilà. Alors, on va voir en quoi... je ne vais pas remonter ça tout de suite, parce qu'il faut que je vous montre quelque chose aussi, tout à l'heure. Bref, je ne sais plus où j'en étais. Il y a un petit détail quand même qui, moi, me chagrine, Geoffrey, tu verras. C'est l'axe qui maintient le barillet. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup, mais il y a deux encoches. Il y a deux encoches qui permettent de maintenir cet axe de barillet. Les deux encoches, on le voit, ne font pas tout le tour de l'axe. Contrairement au Huberty, voilà, et contrairement au Colt, qui a les mêmes choses que ça. Alors, ce qui oblige, évidemment, on saisit tout de suite le pourquoi, ça oblige à bien guider la tige de façon à ce qu'elle soit vraiment très bien positionnée pour pouvoir verrouiller l'axe du barillet. Ce qui oblige à une petite manipulation un peu plus délicate que là où vous n'avez pas à vous poser de questions, quel que soit le sens dans lequel vous le tournez, ça rentrera et ça marchera. Donc je te dirais, Geoffrey, peut-être d'en acheter une autre pour pallier à ce... Si tu dois changer par exemple très vite de barillet, ce qui n'est pas le cas au casse, on ne change pas de barillet, mais enfin, on peut être amené, si on a envie de s'amuser, à vouloir changer rapidement de barillet. Avec ça, tu auras un peu de mal. Pour le repositionner, pas pour l'enlever, mais pour le repositionner. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Juste à titre d'exemple, je vous montre mon Python. Il est de 1983, version inox. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit disparition de la pastille. Alors, c'est pas du tout une baisse de qualité, rien à voir. Sauf que sur le Python, on est sur une barre de transfert. Donc, qui dit barre de transfert, dit qu'on n'a pas besoin de pastille. C'est tout. Alors que, vous remarquerez sur mon 44 Magnum Smith & Wesson, vous remarquerez la pastille amortisseur du percuteur. Pourquoi? Parce qu'on est sur le même type de percuteur que Colt, que le 1873. Voilà, c'est pas une barre de transfert, donc il y a cette petite pastille. Et cette petite pastille, elle sert à quoi? Elle sert à amortir, évidemment, le percuteur et à faire en sorte qu'il n'y ait pas de gonflement de l'arrière de la carcasse. Parce que c'est ce qui arrive, en réalité. Il faut en tirer des centaines et des centaines de cartouches. Mais au bout du bout, on pourrait arriver, c'est déjà arrivé, à une petite déformation, ici, à force de frapper. Et quelquefois, votre barillet ne tourne plus ou il tourne moins bien,
parce que votre douille, elle touche, votre cartouche, elle touche, et à ce moment-là, vous êtes obligé de limer la partie. Bon, c'est ce que font tous les tireurs qui rencontrent ce problème. On lime un peu et tout fonctionne. C'est reparti comme en 40, comme on dit. Avec cette pastille, vous n'avez plus ce problème-là. Il n'y a plus de gonflement et plus rien du tout. Et la pastille se change au cas où elle soit détériorée. Voilà ce qui fait la différence. Voilà, bon, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cette vidéo. Voilà. Alors, c'est pas toujours évident. Hop. Voilà, c'est une merveille, Geoffrey, tu vas te régaler avec ça. Voilà, je vais remonter celui-là. Alors, celui-là est chambré en 357. Voilà. Voilà. Pour le plaisir. Voilà. Celui-là, c'est un Huberti. Alors, c'est pareil, je ne le démonte pas. Il n'y a pas la pastille. Il est en version nickelée et il m'a coûté 730 €. Neuf de chez neuf, hein, je l'ai acheté neuf évidemment. 730 €. Je suis pas sûr que ça les vaille vraiment. Voilà, il marche très très, très bien. Mais bon. Alors c'est vrai qu'il a une finition nickelée, c'est vrai qu'il a toutes les vis sont bleues. Je sais pas si ça se voit bien. Toutes les têtes de vis sont bleues. C'est très très beau. Mais voilà, c'est pas forcément justifié. Je l'ai pris en nickelé parce que à l'époque, évidemment, l'inox n'existait pas. Et la version haut de gamme du 1873, c'était la version nickelée. Et au-dessus de la version nickelée, il y avait la version nickelée gravée. Voilà. C'est tout. Bon, j'espère que ça vous a plu. Et ma foi, moi j'ai toujours plaisir à faire ces petites vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Petite chaîne, hein, je veux dire, on est à peine 40 et quelques abonnés. Mais c'est très très sympa de me suivre. Ça m'encourage en tout cas à en faire un petit peu plus. Je vais essayer de me professionnaliser, entre guillemets, c'est-à-dire de peut-être me mettre dans des conditions et un décor plus sympathique à regarder que le bordel et puis une table à repasser, hein, on est d'accord. Et puis essayer de peut-être apprendre à manier un peu le logiciel, ne serait-ce que les outils de YouTube, pour permettre de séquencer, d'incruster des images, des choses comme ça, ce qui rendra les vidéos un peu plus vivantes, un peu plus ludiques à suivre. Mais enfin, c'est très très sympa de votre part, en tout cas, de me regarder. Je vous souhaite un bon lundi de Pâques, un bon confinement, faites attention, et on se retrouve sur les forums et sur la prochaine vidéo. Voilà, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.